Chers amis de Merta, je me trouve aujourd'hui à Tchassiviar. Tchassiviar, c'est en ce moment le point le plus chaud du conflit russo-ukrainien. Nous préparons le prochain reportage que vous pourrez retrouver dès maintenant dans leur série de Merta, leur série numéro 2, Ukraine, la guerre sans fin. Dans ce numéro exceptionnel, vous allez pouvoir retrouver 3 ans de reportage de Merta sur l'intégralité des 1200 km de la ligne de front, de Kursk à Lugansk, à Donetsk, jusqu'à Kherson. Dans ce magazine aussi, vous allez retrouver les meilleures analyses, les meilleures prospectives de ce conflit, notamment avec la participation des experts du Centre français de recherche sur le renseignement. Pour nous soutenir et pour qu'on continue notre travail, pour qu'on poursuive notre travail sur le terrain, eh bien alors procurez-vous ce magazine dès à présent en prévente sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci et à très vite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un grand entretien. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos contenus sur l'application, donc téléchargez vite cette application. Très bientôt, nous aurons un documentaire qui sera diffusé sur la Syrie. Donc je vous présente voilà, les prochains contenus. Dernièrement, vous avez eu un documentaire sur les dronistes qui opèrent à Koursk, donc en Russie. Que dire de plus si ce n'est de rejoindre tous nos réseaux sociaux, et vous êtes forcément de plus en plus nombreux, bientôt 400 000 sur YouTube, donc un grand merci à vous tous. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui pour ce grand entretien de recevoir monsieur Xavier Hofer, criminologue, spécialiste donc du monde je dirais de la mafia, des gangsters, mais plus encore vous avez aussi conseillé des pouvoirs publics, même outre de l'autre côté de la Méditerranée avec l'Algérie, on en parlait la dernière fois. Monsieur Hofer, comment allez-vous pour commencer cet entretien? Tout bien. Pas Tout plus bien. mal que si c'était pire? Non, Hein? non, non, Oui. tout va bien. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de travail avec ce qui se passe dans le monde Oui. pour être professionnellement heureux. Oui, et bienvenue une nouvelle fois chez Omerta. Et pour commencer cet entretien, on en parlait juste avant, je voudrais vous faire commenter donc ce politique finalement qui s'avère être comme les autres, Bruno Retailleau, qui donc annonce qu'il sera candidat pour les présidentielles. Une énième confirmation que ces politiques sont vraiment plus des carriéristes que des gens qui sont là pour faire quelque chose. Lui était ministre de l'Intérieur, donc il n'était pas tant là pour aider les Français, mais plutôt pour aider sa carrière. Donc, Ce que dit M. Retailleau est excellent. C'est-à-dire, en gros, vous savez qu'il y a sans arrêt, je veux dire, toutes les semaines que l'année compte, vous avez des sondages en France sur les phénomènes de sécurité. Êtes-vous content de ceci? Êtes-vous mécontent de cela? Approuvez-vous ceci? Pensez-vous ceci? Pensez-vous cela? Et ce que dit M. Retailleau, qui doit lire les sondages en question, reflète ce que pensent en général, semaine après semaine, tout le temps, de 70 à 80% des Français, que c'est le bazar, qu'il y a une immigration mal contrôlée, que quand on ne peut pas contrôler les gens, pourquoi les faire venir, et que les armes parlent trop souvent en France, qu'il y a des homicides, il y en a de plus en plus. Hein. Savez-vous que les dernières années complètes qu'on a, c'est-à-dire les dernières années complète de M. Macron comme président de la République. De 2017, il était à moitié, c'était pratiquement à la fin du printemps qu'il est devenu président. Donc de 2018, année complète, jusqu'à la dernière année complète qui est 2024. Voilà. Donc toutes ces années-là, quand on calcule comme il le faut, les homicides, c'est-à-dire les gens qui se sont fait assassiner sur la voie publique ou chez eux dans des histoires de bandits ou autres, et les tentatives d'homicide, parce que, bien entendu, depuis qu'il y a la médecine d'urgence de rue, les gens meurent de moins en moins lors de ces attaques, lors de ces fusillades, mais sont naturellement gravement blessés s'ils ne meurent pas. Donc il faut calculer ensemble les homicides et les tentatives, c'est-à-dire le type est vraiment mort ou alors il a failli mourir, l'intention était de le tuer mais il est juste blessé. Donc tout ça, homicide plus tentative, pendant le septennat plein de M. Macron, ça a augmenté de 59%, plus 59%. C'est inouï, ça n'est jamais arrivé dans les statistiques et ça montre bien le mépris dans lequel cette petite élite libérale libertaire, M. Macron, son entourage, etc., tiennent les Français.
on ne peut pas se satisfaire du fait que dans un pays en paix, où il n'y a pas de guerre civile, où il n'y a pas de guerre militaire du tout, on n'est pas en Ukraine, le nombre de morts et de blessés par balle, souvent avec des armes de guerre, très souvent lors de règlements de compte entre malfaiteurs, soit de plus 59% en 7 ans. Voilà, c'est monstrueux. Alors, tout ça fait que, bien entendu, les intentions sont peut-être bonnes, ce qui est déclaré est peut-être bon, le déclaratif est tout à fait juste, ce que dit M. Retailleau, qui hérite de tout ça, hein, sur le fait que les Français trouvent que c'est le bazar, qu'il faut y mettre de l'ordre, etc. Tout ça est excellent, sauf que naturellement, en même temps, sur le terrain, rien ne se passe. Hier encore, vous avez eu à Grenoble, dans un café qu'on qualifie pudiquement d'associatif, mais quelle association? Ouais. Il y a un individu qui est rentré, qui a jeté une grenade défensive, qui est une arme terrible. Ça tue dans un rayon de 20 mètres à peu près tout ce qui bouge. Et là, bien entendu, il y a eu des blessés graves jusqu'à présent, personne n'est mort, mais il y a quand même eu des blessés graves. Enfin, on est dans un pays en paix et des gens jettent des grenades dans des cafés et tirent avec des armes de guerre tous les jours. C'est la réflexion que vous me faisiez juste avant notre entretien, c'est qu'on est quasiment presque dans une situation guerre d'Algérie, quoi. Les attaques dans les cafés, c'est la situation qui nous attend Eh finalement. ben, on n'avait plus vu ça depuis lors. Quand j'étais petit, je lisais le journal par-dessus l'épaule de mon père. Il y avait la guerre d'Algérie à ce moment-là, la vraie, la guerre coloniale et tout ce que vous voulez. Et il y avait jet de grenade dans un café nord-africain, c'était la formule à l'époque, 5 morts. C'était pratiquement tous les jours. Et donc depuis, les choses s'étaient pacifiées, tout était rentré à peu près dans l'ordre. Il y avait un banditisme. Mais là, à l'heure actuelle, le banditisme prend de telles proportions qu'on n'en arrive plus à bout. Vous savez, la criminologie, moi je suis criminologue, la criminologie c'est simple. Elle tient à la base sur une espèce de protocole qu'un enfant de 4 ans est capable de comprendre. Les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Si on ne les arrête pas, ils continuent. À l'heure actuelle, le moins qu'on puisse dire, en voyant les fusillades, en voyant tous les jours, il y a des petites émeutes, des gens qui jettent des cocktails Molotov sur les commissariats de police, dans les villes de province, dans des villes où auparavant, le fait que le commissaire de police se retourne un ongle, c'était les grands titres de tous les journaux. Aujourd'hui, il y a des rafales de Kalachnikov et les gens sont entretenus. On ne parle même pas de l'inondation de cocaïne sur la France. Inondation, hein. Le nombre à l'échelle de l'Union européenne, les chiffres nous arrivent assez tard. Il faut collationner les chiffres de 27 pays, etc. C'est pas simple. Mais on aura bientôt les chiffres de 2024 sur les prises par la douane, par la police et de la cocaïne. En 2 ans, c'est passé de 300 tonnes à près de 500 tonnes. Saisi, on ne parle pas de ce qui est arrivé depuis l'Amérique latine dans l'Union européenne, on parle de ce qui a été saisi. 500 tonnes, 500 000 kilos. Vous vous rendez compte? D'ailleurs, souvent dans ce genre d'études, il est question du fait que la France commence à prendre une part à l'échelle mondiale dans ce marché-là, une place significative dans à la fois la distribution, mais aussi comme plaque tournante. Et pour cause, vous avez vu la carte de l'Europe, on est au Bien sûr. milieu. Donc, quand on livre chez nous, après ça, on peut distribuer partout ailleurs. Forcément. Plus on a des façades gigantesques sur une mer, un océan et une autre mer au nord, donc on est bien placé pour servir effectivement de plaque tournante. Mais qu'est-ce qui explique ce laxisme justement? On a l'impression que... C'est pas du laxisme, c'est le fait que les gens sont dépassés. Alors d'abord, on est gouverné par des gens, M. Retailleau comme les autres, M. Darmanin auparavant, et pareil pour les premiers ministres successifs, et pareil pour notre président de la République, qui sont dans le déclaratif. Ils pensent que quand ils ont dit quelque chose, c'est fait. Et que, par exemple, s'ils disent l'ordre républicain sera défendu sans faiblesse, que les quartiers hors contrôle, ça va comme ça, on va y mettre de l'ordre, alors ils l'ont dit, puis ils rentrent se coucher, c'est fini, c'est fait. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, je vais vous donner un chiffre pour qu'on voit, et il faut prendre un peu de recul sur ces affaires-là. Le 17 juillet 1983, j'ai le document en question. Le secrétaire général de l'Élysée, à l'époque M. Jean-Louis Bianco, fait une note à l'intention du président Mitterrand et il lui dit qu'il commence à être un peu inquiétant que certains quartiers commencent à s'agiter, etc. Et qu'il y ait, c'était l'année de la marche des beurs, vous savez, où il y avait des jeunes issus de l'immigration qui n'étaient pas contents de leur sort, mais il y avait des
comme on dit, des beaufs qui avaient tiré au fusil dans une cité parce qu'ils n'arrivaient pas à dormir. Alors il y avait un gamin qui était mort, plus après ça d'autres actes de cette nature. C'était le début de l'agitation dans les cités et dans les quartiers. Périphériques autour des grandes métropoles, autour de Lyon, autour de Paris, autour de Marseille, l'assassinat de à Malik l'époque. Oussekine aussi. Voilà, voilà. Et donc, dans cette période-là, le secrétaire général de l'Élysée s'inquiète de ça et envoie une note au président Mitterrand et lui dit qu'il y a 22, le 17 juillet 1983, qu'il y a 22 quartiers en France où il se passe des trucs bizarres, où il y a un début d'agitation. Nous sommes en 2025. Il y en a pratiquement 1400 en France. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres de l'organisme qui supervise tout ça et qui porte le nom inquiétant et grotesque de ministère ou secrétaire d'État à la ville. Alors, on n'a jamais vu une ville tuer personne. Ce qui tue, c'est les gens qui habitent à l'intérieur. Vous comprenez, c'est pas une ville. Une ville fait pas de délinquance, une ville commet pas de crime, une ville ne voit pas de drogue. C'est les habitants qui habitent devant. Alors, on commence par pas qualifier bien le problème, on dit oui, il y a un ministère de la ville. On Vous va dites aussi qu'il y a un ça. problème de politique de la ville également. Ça, vous le mettez souvent en avant. Mais évidemment, parce que, vous savez, pour aller droit à l'essentiel, la France n'a pas un problème de drogue, la France n'a pas un problème d'enlèvement, de kidnapping et d'assassinat de jeunes filles, la France n'a pas un problème de règlement de compte entre malfaiteurs, la France a un problème territorial de quartier hors contrôle. 22 en 1983, 42 ans plus tard, 1400, enfin 1398 ou quelque chose comme ça. Donc c'est une métastase horrible. Les quartiers en question, la police y va exceptionnellement, n'y est pas au jour le jour, les fameux quartiers nord de Marseille, etc. Ces quartiers nord de Marseille, c'est un peu l'archétype, mais il y en a dans toutes les grandes voilà, villes. il y en a dans toutes les grandes villes, autour des grandes villes, et maintenant dans des villes moyennes et même dans des petites villes. Donc cette insécurité-là, c'est elle qui génère les trafics des drogues. C'est par conséquent, comme vous vendez de la drogue, quelqu'un va vendre de la drogue à côté de vous. Quand vous êtes hors la loi, quand vous êtes un criminel, vous ne pouvez pas porter plainte au commissariat du coin en disant « ouais, il m'a pris mon territoire de drogue », etc. Donc vous êtes hors la loi, donc vous devez régler vos problèmes entre vous. Et l'échelle des peines de la justice criminelle, si on peut appeler ça comme ça, elle a deux barreaux. Je te casse la gueule si tu es venu sur mon territoire et la fois d'après, je te tue. Donc voilà, c'est simple. Alors, qui dit trafic de drogue dit fatalement règlement de compte. Il y a un mécanisme qui fait que, au bout d'un moment, en vertu de la loi des rendements décroissants, plus on vend de drogue, plus il y en a des concurrents, et plus les prix baissent, et donc il faut en vendre plus ou avoir de nouveaux territoires. Inévitablement, ça génère une guerre. Et donc une guerre avec maintenant des armes de guerre, c'est-à-dire, vous avez vu, des grenades, des fusils d'assaut, etc. Et des enfants aussi qui... Voilà, et bien oui, bien entendu, une jeune fille dans le 9e arrondissement de Marseille, là, qui avait pris une balle de ricochet, et qui, la pauvre, elle étudiait, elle était en train l'étudiante brillante, elle a pris une balle dans la tête chez elle, parce que comme ce sont des armes de guerre, les immeubles dans ces quartiers-là sont de structure un peu fragile, la balle avait traversé le mur et l'avait tapé en pleine tête. Donc vous voyez ce qui se passe, et tout cela n'est pas réglé par des gens qui nous dirigent, qui font des discours, qui ont peut-être dans certains cas des dispositions d'esprit parfaitement justes, comme M. Retailleau, ou qui, comme M. Darmanin, pour dire les choses clairement, passent leur temps à mentir et à dire des trucs qu'ils ne font pas et à faire des choses qu'ils ne disent pas. Mais dans les deux cas, le résultat est le même. Les phénomènes en question, soit stagne, soit, dans le cas des homicides, explose, plus 59% sur 7 ans. Quelle a été votre réaction face à, on va parler beaucoup de Retailleau, mais face à la passe d'armes qu'il y a eu entre la diplomatie algérienne et la diplomatie française, et vous qui êtes proche, on va dire, de l'Algérie d'une certaine manière, puisque vous avez conseillé, si je ne dis pas de bêtises, vous avez conseillé... Alors, j'ai donné des cours. Vous avez donné des cours, oui. À l'Institut de criminologie d'Alger. Tout à fait. C'est-à-dire, j'avais des gendarmes et des policiers en face de moi. Je n'intervenais pas auprès de la politique de l'Algérie, mais je faisais avec eux là-bas. J'étais invité pour faire ce que je fais à Paris, donner des cours. Et quelle a été votre réaction quand Retailleau a directement interpellé la diplomatie algérienne au sujet des OQTF, mais aussi il a été un peu question, par exemple, de groupes criminels comme la DZ Mafia. Je suis inquiet d'une
mécompréhension et d'une incompréhension réciproque qui peut donner que des résultats extrêmement négatifs et qui donnent à l'heure actuelle des résultats négatifs. Quand j'étais à Alger, vous savez, où les Français ne sont pas si nombreux que ça, quoi. Alors vous êtes invité, il y a des gens qui vous disent ah bah tiens ce soir je dîne avec machin, viens, etc. Donc quand on reste un peu sur place, on rencontre des gens, on parle avec des gens qui sont des dirigeants politiques ou des dirigeants militaires. Euh, dans la journée, bah, je donne des cours, je fais des conférences et puis le soir on rencontre des gens. Euh, Ils ont naturellement leurs intérêts nationaux, bien sûr. Ils ont naturellement une histoire qui n'est pas simple quand elle est confrontée avec la nôtre, du fait des guerres coloniales, etc. Mais je suis tombé sur des gens qui étaient rationnels et qui, en gros, euh, qu'est-ce qu'on demande à un gouvernement, quel qu'il soit? On lui demande d'être rationnel et d'être prévisible. Quand vous montez dans une voiture, vous vous asseyez au volant et chaque fois que vous appuyez à cet endroit-là, vous vous attendez à ce que ce soit le klaxon. Et quand vous appuyez ailleurs, vous attendez que ce soit l'essuie-glace. Si ça change à chaque fois, naturellement, on ne peut pas conduire une voiture. Ben, un gouvernement, c'est pareil qu'une voiture. Il faut, quand vous appuyez à tel endroit, quand vous posez telle question, un gouvernement doit être rationnel et prévisible. C'est-à-dire qu'il ne doit pas faire des choses en fonction de sa fantaisie, mais selon des normes et des critères bien connus. Et si on lui pose 10 fois la même question, on doit avoir 10 fois la même réponse. Alors, il y a effectivement à travers le monde des gouvernements qui ne sont pas rationnels, par exemple la Corée du Nord, parce qu'ils ont tous terrifié les uns par les autres, donc c'est difficile de traiter avec eux, et puis même quand il y a des gens qui sont retenus prisonniers là-bas, négocier avec eux, c'est horrible, parce que c'est une espèce de maison de fous, quoi. Hein, voilà. Oui, En qui ont revanche, leur propre logiciel, leur propre raisonnement qui nous et sont qui nous sont pratiquement complètement. inaccessibles. C'est-à-dire la raison pour laquelle un tel gouvernement en Corée du Nord prend des dispositions, on ne comprend pas pourquoi. En revanche, euh, Dans le cas l'Algérie ou à d'Alger. l'autre côté la République islamique d'Iran, on les aime pas, on n'est pas obligé de faire partie de leur fan club, mais ce sont des gens rationnels. C'est-à-dire que vous leur posez une question, ils vous répondent en fonction de critères comme l'intérêt national, comme ceci, comme l'économie, comme la finance, etc. Et à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on est pris dans des histoires un peu émotionnelles, colériques, et ça ne devrait pas être le cas entre deux diplomaties de deux pays proches. Un des pays ayant chez nous, je ne sais pas, 2-3 millions de ses ressortissants, que ceux-ci aient la carte d'identité française ou qu'ils aient conservé leur nationalité d'origine. Ça ne devrait pas être le cas. Je ne pense pas qu'il faille céder à tout et puis se comporter comme des sujets d'un pouvoir dont le centre serait Alger. Ça n'a pas de sens pour la France, mais en revanche, il pouvoir se parler raisonnablement. J'observe une chose, c'est que l'animosité, elle est en partie dans la jeunesse algérienne immigrée en France. Alors, je vais vous dire quelque chose. Au bord de la Méditerranée, pas uniquement côté Maghreb, mais côté italien et espagnol, les gens sont un peu fanfarons. Alors, ils aiment bien se vanter, etc. Donc, quand ils m'ont dit à Alger, tu sais, on a résolu le problème du GIA, etc., j'ai dit, bah, je peux vérifier par moi-même. Et j'aurais dit, moi, je veux descendre des hauteurs d'Alger jusque sur le port, je veux descendre toute la Casbah d'Alger, me promener toute seule dans la Casbah d'Alger, les mains dans les poches. Alors, ils m'ont dit, ça, c'est pas possible, tu vas te perdre, c'est des dalles de petites rues, etc. Ouais. Alors, on va te donner un vieux monsieur qui est habitant de la Casbah, un vieux du quartier, quoi, et il va te promener. Tu dis, je vais aller là, mais il t'évitera de te perdre. Ah, j'ai dit, ok, ça marche. Et donc, j'ai descendu en une matinée, je me suis promené. Alors, bien entendu, c'était le siège de la bataille d'Alger, donc pour quelqu'un de ma génération, ça me rappelait des souvenirs que j'avais entendus à la radio, bataille dans la Dans la Wilaya, Casbah. machin, FLN, tout ça. Mhm. Et donc, ça m'a rappelé des tas de souvenirs. J'étais sur place et j'ai pas le type du pays, vraiment. Et donc, j'étais avec mon petit papy, là, et il y avait des gens qui disent, qui c'est le monsieur qui est avec toi, etc. Ils disaient, ah, c'est un Françaoui et tout. Et donc, je parlais avec les gens, ils disaient, ah bon, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis professeur, je viens étudier à Alger, puis je viens visiter parce que, ah bon, bah, très bien, on peut prendre le thé, etc. Là, il n'y avait pas d'animosité. C'était, ils étaient
un peuple souverain, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de déférence coloniale ou n'importe quoi, mais leur comportement était plutôt sympa. Voilà. Et c'est très différent de ceux qui, en France, sifflent quand il y a la Marseillaise ou le drapeau français, etc. Ça n'avait rien à voir. Mais est-ce que finalement, vous parlez justement d'avoir un interlocuteur prévisible, et d'ailleurs, vous le mettez souvent en avant, ce n'est pas l'interlocuteur, enfin, ce n'est pas le côté français qui a perdu en prévisibilité, peut-être en transparence, et avec un État en plus, et vous le mettez souvent en avant, un État-nation qui est en déliquescence. Alors, ce qui n'aide pas, c'est que les dirigeants politiques de la France actuelle connaissent mal l'histoire. Ce n'est pas des gens qui ont... on a eu des présidents qui connaissaient l'histoire. On a eu Jacques Chirac, on a eu François Mitterrand. Je ne suis pas vraiment socialiste, mais François Mitterrand connaissait l'histoire de France fort bien. Tandis que là, on a affaire à des gens qui réagissent un peu à la dernière dépêche de l'AFP et qui connaissent pas si bien l'histoire que ça et qui manquent de points de référence. Donc, il y a sans doute le moyen de ne pas se comporter émotionnellement après les derniers conseils de votre gourou de la com et en agissant uniquement sur la base de critères, je vais perdre un point dans les sondages ou je vais gagner un point dans les sondages. Donc il y a un côté un peu épidermique, un peu superficiel, un peu fondé sur la communication et pas sur une réflexion approfondie sur l'intérêt du pays et sur son histoire, qui compte aussi, ça compte énormément. Je vais vous donner un exemple là de gens qui ont conscience de leur nation et du passé. La Turquie, à l'heure actuelle, est dirigée par des gens qui ont une idéologie néo-ottomane, c'est-à-dire qui pensent que l'Empire ottoman a été une grande chose. J'ai parlé à des dirigeants turcs, hein. Ils ne pensent pas que l'Empire ottoman est né de l'écrasement de l'Empire byzantin, mais ils se voient comme la prolongation d'un autre empire qui leur était antérieur et qui, lui, était chrétien. Voilà. Donc, alors, ils ont toujours, depuis toujours, dit que quand l'Empire ottoman contrôlait le Moyen-Orient, ben, les choses étaient plus calmes que maintenant. Et là, ils viennent de réussir, le coup de maître d'aller pratiquement au-delà de Damas et de contrôler toute la partie utile de la Syrie. Et quel a été le premier geste du chef des services de renseignement turc, du MIT, Ibrahim Kalin. Ibrahim Kalin, il est allé à Damas pour la première fois le 12 décembre après que la ville a été conquise par Al-Jolani et puis toute son équipe là. HTS, Hayat Tahrir al-Sham. Et donc, la première chose qu'il a été faire, c'est d'aller prier à la mosquée des Omeyyades. Alors, la mosquée des Omeyyades, à Damas, c'est un pôle spirituel qui date de bien avant le christianisme et l'islam. Il y a plus de 2000 ans, c'était un temple araméen et où on adorait le dieu du tonnerre et de la pluie qui s'appelait Haddad. Et donc après ça, c'est devenu une cathédrale byzantine au même endroit. Et après l'arrivée des musulmans, arrivée depuis l'Arabie, là, c'est devenu une mosquée. Mais c'est une mosquée qui correspond à ce que la Turquie entend par islam, car au milieu de la mosquée, au milieu même, vous avez un espèce de petit terre-plein encadré et vous avez le tombeau de Saint Jean-Baptiste, du temps où c'était une cathédrale chrétienne qu'ils ont toujours conservé. Alors là, bon, ça correspond à ce que les Turcs pensent être... Il n'y a pas de fanatisme, si vous voulez, donc ils pensent que c'est bien comme ça. Et c'est pour ça, à titre symbolique, qu'ils ont été là-bas. Voilà un pays qui est conscient de ses traditions, qui les connaît et qui a une vision du futur qui s'appuie sur le passé. Le président Erdogan ne parle pas de Startup Nation, hein. Il ne croit pas qu'il ait une sous-Californie bidon comme ça. Il pense qu'il a un pays avec des valeurs, des traditions et qu'elles sont aussi valables pour l'avenir qu'elles l'étaient dans le passé. C'est un peu ça qu'on n'a pas en France à l'heure actuelle. Mais pourtant, on le voit à l'occasion d'événements comme les JO, lorsque les moyens sont mis, ou en tout cas quand on essaye d'écouter ce qui se passe sur le terrain et d'agir, ça peut fonctionner. Est-ce que pour vous, c'était un succès, justement? Non, c'est un succès plus vaste que tout ce qu'on a pu même en dire dans les médias, à juste titre, comme étant un succès. Savez-vous que
contrairement à ce qui s'était passé aux Jeux olympiques antérieurs, c'est-à-dire au Japon et puis au Brésil, il y a eu beaucoup moins de corruption que dans les Jeux olympiques précédents et beaucoup moins de dopage. C'est-à-dire que non seulement c'était un succès en matière de sécurité, mais les valeurs olympiques elles-mêmes ont été d'autant mieux préservées que l'appareil d'État entier, pas uniquement les flics et les gendarmes, etc., mais les médecins, mais les gens qui s'occupaient de la sécurité financière, bancaire, etc., tout le monde s'était mobilisé. Alors là, on va prendre 2 minutes pour expliquer un peu tout ça. La France a été le premier État-nation au monde, c'est-à-dire que la formule de l'État-nation moderne est née en France. On ne peut pas passer des heures à expliquer pourquoi, mais c'était à l'époque des guerres de religion entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Voilà. Il y a eu le basculement de la France d'un État féodal dans un État-nation. La France, sous sa forme monarchique, a été le premier État-nation. Elle l'est restée sous la forme impériale et après ça sous la forme républicaine. Quelle est la caractéristique principale d'un État-nation? J'ai dû dépenser des litres de salive à essayer d'expliquer ça à nos amis américains qui ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas parce que ce n'est pas dans leur expérience nationale. Pas qu'ils soient bêtes, hein, ils ne le comprennent pas. Voilà. C'est qu'il est impossible de créer une armée nationale ou une police nationale quand préalablement il n'y a pas un État-nation constitué. Vous essayez de constituer une armée nationale en Afghanistan qui n'est pas un État mais qui est une marqueterie de tribu, hein. La première chose qui se passe, c'est qu'au premier coup de feu, tout le monde fout le camp dans sa tribu avec les armes et défend sa tribu et ne défend pas l'État. Voilà. Donc, naturellement, ça ne peut pas marcher. La France étant le premier État-nation, elle a eu la première armée nationale et la première police nationale. La première grande nationalisation de l'histoire du monde, c'est l'armée française. Avant, c'était des armées qui appartenaient à des ducs, à des princes, à des petites armées territoriales sur le petit territorial du duché ou du comté ou quoi. Et la première fois où un roi de France a saisi des armées locales pour faire l'ébauche de l'armée nationale, c'est en 1405. Ça s'appelait les compagnies d'ordonnance. Et donc, aucune armée européenne, ni même au monde, sous la forme de l'État-nation, n'est aussi ancienne. La France a inventé ce que c'est que l'appareil régalien. Donc, elle a cet appareil régalien depuis 7 ou 8 siècles. Songez que sous forme d'État-nation, l'Allemagne existe depuis le 19e siècle, l'Italie depuis le 19e siècle. Les Anglais. Voilà. Non, les Anglais et les Espagnols, c'est 2 siècles après nous. Donc, on a la plus vieille armée au monde. On ne parle pas des armées d'empire en Chine ou en Orient, etc., mais en Europe, hein. Donc, on a la plus vieille armée nationale en Europe. Et la preuve en est que, comme nous avons créé ce qu'est une armée moderne, le vocabulaire militaire est français. Vous prenez la langue allemande, il n'y a pas un mot d'allemand. Régiment, artillerie, commandant, général, etc. C'est que tout le vocabulaire français transposé en allemand. Pareil pour la police. La première police moderne, c'est la lieutenance de police sous Louis XIV à Paris, où c'était le bazar. Alors, ils avaient créé une force de police dont les bureaux, aujourd'hui disparus, mais se trouvent à l'endroit où il y a la préfecture de police aujourd'hui. L'emplacement est toujours le même. Voilà. Donc, on a inventé tout ça. Donc, on a un système qui est le plus ancien et qui est le plus perfectionné au monde, si ça se trouve, mais il n'a pas les moyens de fonctionner à plein régime tout le temps. Donc, il est capable de donner un splendide coup de rein comme il l'a donné pendant les Jeux Olympiques. Tout le monde s'est pris au jeu. Moi, j'ai le nombre d'étudiants à moi qui sont devenus commissaires de police ou magistrats ou douaniers ou juges. Quand on fait l'Institut de criminologie, c'est vers les professions du régalien qu'on se destine. Et donc là, j'ai vu le coup de rein qu'ils ont donné. Il y a des gens qui n'ont pas pris un jour de congé pendant des mois. Voilà, ils ont fait le job, comme on dit maintenant, ils ont bien assuré la sécurité, mais ce coup de rein, on ne peut pas le perpétrer au quotidien, tout le temps, 365 jours par an, toute sa carrière, c'est pas possible, on n'a pas les moyens pour ça. Alors la France claque un argent effroyable à aider des gens, je vais être gentil, discutables comme M. Zelensky, et puis on n'a pas de quoi, la magistrature, dans une société, dans un état de droit, la magistrature, c'est la clé de voûte de la société. C'est ce qui fait que ça ne tourne pas la loi de la jungle. C'est ce qui fait que les gens ne se flinguent pas dans les rues, de rue à rue, à la première occasion venue.
j'ai des tas d'anciens étudiants qui sont devenus magistrats. Pour fonctionner efficacement, un magistrat doit avoir un certain nombre de dossiers sur son bureau. Si on rend la justice à la va-vite, on fait des erreurs judiciaires, inévitablement. On ne peut pas passer sur 10 ans de vie d'un individu comme ça, poupou, en 2 minutes, en disant au suivant. On ne peut pas faire d'abattage en matière de justice. Ouais. Autrement, on fait des erreurs judiciaires, on envoie des innocents en prison ou on laisse filer des coupables. Ce qui se passe, c'est que j'ai des étudiants qui me disent, pour fonctionner sereinement, je devrais avoir 30 dossiers sur mon bureau en même temps, j'en ai 300. C'est impossible. La France a 4 fois moins de procureurs de la République que la Pologne, par 100 000 habitants. On a moins de procureurs que l'Albanie. Que l'Albanie, oui. Oui, que la Moldavie, etc. Alors, on a une justice étriquée, donc elle croule sous les tâches. Donc, rarement, mais ça arrive, il y a des innocents qui sont en prison, mais surtout, il y a des tas d'individus coupables qui sont laissés libres parce que la justice n'est pas passée. Alors, on aboutit au résultat, à l'heure actuelle, d'une espèce de généralisation des situations d'insécurité sur des parties du territoire qui grandissent un peu plus chaque année et qui font que ça ne va pas, quoi. La preuve, c'est pas moi qui le dis, hein, je tire pas ça de ma petite jugeote. Vous faites tous les sondages, de 70 à 80% des Français, quelle que soit la partie de l'insécurité dont on parle, 70 à 80% des Français disent semaine après semaine, ça ne va pas, la justice ne fait pas son boulot et le ministère de l'Intérieur n'est pas là où il devrait être, c'est-à-dire dans les quartiers hors contrôle. Est-ce que justement l'incarnation de ce phénomène d'une justice laissée à l'abandon, ça n'a pas été Dupond-Moretti, garde des Sceaux finalement. Alors, lui, c'est applaudi par des détenus. Voilà, c'est-à-dire qu'il a réussi l'exploit. Alors, d'abord, ce qu'il avait dans sa tête, c'est des calembredaines émotionnelles gauchistes des années 68-70, à savoir que toute la loi est coupable et les criminels sont de malheureuses victimes de l'exclusion et du racisme. Voilà, donc vous avez cette difficulté-là d'avoir des individus qui sont incapables de régénérer leur logiciel. Enfin, quand vous arrivez... ici, par exemple, il y a des instruments dans la pièce. Vous apprenez à vous en servir. Vous n'allez pas dire, non, moi j'ai appris à me servir d'une pâté Baby en 1958 et donc ça va très bien. Voilà, dans la tête de M. Dupond-Moretti, hué dans les congrès de magistrats et applaudi par des taulards. Vous trouvez que c'est comme ça que ça devrait se passer? Alors, vous savez, moi je ne parle pas, j'essaye de... On fait tout ce qu'on peut pour ne pas parler à la légère, parce qu'on a des étudiants, qu'on enseigne, qu'on dirige les gens dans leur mémoire et dans leur thèse, donc on essaye de faire les choses sérieusement. J'ai été en prison, j'ai été invité par les syndicats à la fin 2024, j'ai passé une journée entière à Fleury-Mérogis, par exemple, avec des gens qui étaient inquiets du fait que comme on restreignait de plus en plus l'envoi en prison des coupables, on les met avec des petits bracelets, on les renvoie chez eux en faisant promettre qu'ils se tiendront sages, etc. Et donc, ils ont de plus en plus de récidivistes et de gens dangereux en prison. À la fin, il n'y a plus que les gens très dangereux qui y vont, et donc ça leur pose à eux des problèmes de sécurité. Et ils voulaient qu'on travaille ensemble avec moi en tant que criminologue sur le problème de la récidive. La récidive, c'est tout en matière de sécurité. Si jamais les bandits commettent un seul crime et vont se coucher, il n'y a plus de ministère de l'Intérieur, il n'y a plus de prison, il n'y a plus de police, ça ne sert à rien. Donc c'est le fait que les gens empilent les actes illégaux qui est dangereux et problématique. Donc à l'heure actuelle, l'état des prisons est lamentable, il n'y en a pas assez, la sécurité des gardiens est gravement menacée, certains se font agresser chez eux par des gens qui, avec les téléphones portables, ont pu remonter avec des hackers et donc qui savent où habitent les gardiens de prison, etc. C'est grave, quoi. J'ai trouvé à Fleury-Mérogis les personnels inquiets. Et faire le boulot qu'ils font pour le salaire qu'ils touchent, alors franchement, c'est des héros, quoi. J'ai toujours été très interpellé par, et vous êtes spécialiste du monde criminel, de ces groupes qui amassent de plus en plus d'argent et finalement, à un moment donné, finissent par entre guillemets, se légaliser, finissent par se soutenir avec des politiques. Vous l'avez étudié aux États-Unis, vous avez des groupes criminels qui finissent par travailler en partenariat avec des politiques. Est-ce qu'on est
pas à l'aube en France de voir ce phénomène de nos yeux? Ou est-ce que c'est même pas déjà le cas? Il y a Mmh. une tendance dangereuse. Comme les la classe politique a plus vraiment beaucoup d'idées. Quand vous les entendez, ils disent des banalités, quand c'est pas des sottises, et cetera. Enfin, c'est pas vraiment. Enfin, on a du mal à trouver des grands esprits parmi eux. Alors, ils disent tous à peu près la même chose, ce qui fait que beaucoup d'élections en France se jouent pratiquement à 50-50. Voilà, c'est-à-dire qu'à la fin, vous avez 2 individus qui se présentent pour une élection régionale ou pour une élection locale ou pour une ville ou à l'échelle nationale. Et à la fin, c'est 48-52. Alors évidemment, vous avez là-dedans des gens qui représentent une petite fraction de la population, mais prennent un pouvoir énorme parce que c'est eux qui peuvent faire jouer la différence. Quand on a 2%, ben, il suffit de pouvoir déplacer 1% ou 1,5% et on est quand même très fort. Alors vous avez, notamment dans les municipalités où on a laissé les islamistes s'installer, euh, d'abord une précision. Je dis islamiste. Je suis criminologue. Les gens qui vont à l'église ou à la synagogue ou à la mosquée, c'est pas mon boulot. Je m'en occupe pas. Je ne m'occupe des actes qu'à partir du moment où ils sont intéressés par le code pénal, c'est-à-dire que quelqu'un soit musulman ou juif ou chrétien m'indiffère professionnellement. Si un individu prend un avion et le précipite dans une tour au nom d'une conception dévoyée de sa religion, ça c'est un client pour moi parce qu'il a commis un crime. Donc dans les banlieues en question, ça ne m'intéresse pas. Alors il y a sans doute des problèmes civilisationnels, il y a sans doute des problèmes de cohabitation, comme on dit, de vivre ensemble. Ce n'est pas le boulot du criminologue. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais orchestre? C'est un orchestre dans lequel tout le monde joue de l'instrument du voisin, voyez-vous. Donc moi, je joue de mon instrument. Ceux qui m'intéressent et qui pratiquent cette version extrémiste de l'islam, c'est parce qu'ils commettent des infractions et notamment des crimes. Qu'ils kidnappent des gens, qu'ils forcent des gens à avoir des comportements X ou Y, comme on le voit, t'es qu'une pute, attends, regarde, t'es en jupe, etc. Voilà. Où ils interdisent aux gens de jouir de la liberté de se conduire comme bon leur semble. Vous considérez Voilà. que c'est une part importante de notre société? Non, je ne pense pas que c'est une part Ou dans importante. le milieu criminel? Je considère que ces individus-là qui sont fanatisés agrègent autour d'eux des minorités qui peuvent faire basculer une élection. Je réponds à votre question tout à l'heure. Et il y a en France des endroits, des villes, pas encore des provinces, hein, ça se fait toujours à petite échelle jusqu'à présent, mais par exemple dans les quartiers nord de Marseille, le type qui va voir un candidat et qui lui dit « je t'amène 300 voix », ce qui est totalement illégal, on n'a pas le droit de cornaquer, c'est pas un troupeau de moutons, les gens, on ne peut pas les amener voter, mais ils le font quand même avec des bacs chiches ou avec l'intimidation ou la crainte. Eh bien, à partir de ce moment-là, oui, ça peut faire basculer une élection en faveur de gens qui, après ça, seront dans les mains de cette minorité, parce que c'est celle qui a contribué à faire en sorte qu'ils soient élus. Ça existe, ça, au niveau local. Ça n'existe pas, on ne peut pas faire basculer une région, par exemple, ou a fortiori une présidentielle. Mais ça existe à petite échelle, sur le terrain. Il y a des maires en particulier qui sont un peu les otages de fractions très militantes ou même proto-terroristes de l'islam activiste, comme par exemple les frères musulmans. Ça oui, ça existe. Mais pour le coup, ma question était plutôt orientée dans le sens où certains politiques peuvent essayer d'utiliser des peurs ou jouer sur la délinquance, sur arrêter ou non, interpeller pour, de manière médiatique, se mettre en avant, ou bien essayer de faire monter finalement des peurs, tout simplement. C'est très difficile. Comme C'est très la difficile. DZ Mafia, ou tous ces termes qu'on a utilisés à un moment donné pour dire, voilà... C'était un vrai gang. Hein. Oui. Alors, c'est pas parce qu'on s'intitule mafia qu'on en est une, c'est naturellement tout sauf une mafia. La vraie mafia à Palerme, vous voyez, dans la province de Palerme, il y a 89 familles de la mafia qui sont réunies en préfecture avec des milliers d'individus et tout ça obéissant au doigt et à l'œil à un seul homme. On n'a rien de semblable, même à Marseille. C'est une anarchie à Marseille. Voilà, on a des gangs, on a des bandes qui ont comme différence principale avec la mafia, c'est qu'elles sont limitées dans le temps.
la mafia, elle existe de façon séculaire. Oui, c'est C'est sur une des société générations. secrète séculaire. Mm. Je répète, je donne toujours l'exemple suivant. Quand le juge Falcone a commencé à avoir des repentis de la mafia, le deuxième repenti qu'il a eu dans son bureau, qui s'appelait Toto Salvatore Contorno, est arrivé devant le juge Falcone et a rompu l'omerta. Il a déclaré sa qualité de mafieux, ce qui est interdit sous peine de mort dans la mafia, de se déclarer comme mafieux devant entre guillemets, devant un civil. Hein. Et il lui a dit, monsieur le juge, je suis un homme d'honneur de la famille de tel village à côté de Palerme, de la 7e génération. 7 générations, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, etc., étaient déjà des mafieux de la même famille criminelle. On n'a rien de semblable en France. On a la DZ Mafia, elle commence à se coaguler vers 2018 et elle sera morte en 2025 ou 26. C'est un épiphénomène. Non, ça se crée autour d'un individu ou d'un petit noyau central et ça disparaît quand l'individu ou le petit noyau est mort ou mis en prison. Ça profite de la faiblesse de l'État. Voilà. Mais surtout, ça n'a rien de durable et de permanent. Ce n'est pas une structure comme en Sicile ou en Albanie ou dans certaines parties du monde ou en Chine ou au Japon où on a des sociétés criminelles qui sont séculaires, qui ont plus de 3 siècles d'existence. Le critère discriminant de la mafia, c'est passer le cap de la première génération. On n'a jamais ça chez nous. On parle souvent de ces groupes criminels donc, qui utilisent la drogue donc, pour se nourrir financièrement, qui ont ces commerces illégaux. Oui. Comment ? S'enrichir. S'enrichir, Oui. Tout à fait là-dessus. Mais on parle très peu des consommateurs. Qu'en est-il de ce point de vue-là, des consommateurs de il ces faut drogues ? commencer par appeler les choses par leur nom. Ce ne sont pas des consommateurs, ce sont des toxicomanes. Vous avez un bulletin qui s'appelle 60 millions de consommateurs, un journal, là-dedans, c'est des couches culottes, c'est des carambars, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'héroïne ou de... Non. Donc, ça, c'est le vocabulaire néolibéral où il y a des consommateurs qui achètent des produits, vous voyez. Tout permet d'éviter les mots qui fâchent. Alors, quand vous lisez maintenant les journaux bienséants, comme Le Monde ou Libé, alors vous avez une histoire de drogue et puis vous avez des consommateurs qui prennent des produits et qui sont attaqués par des personnes. Qu'est-ce que vous voulez comprendre là-dedans? Rien, ça devient incompréhensible. Mais c'est fait pour. C'est pour noyer le poisson de la criminalité dans la langue de coton, vous voyez, où les mots n'ont plus de sens. Donc il faut appeler les choses par leur nom. Les toxicomanes sont des gens qui commencent à utiliser des stupéfiants parce qu'ils sont dans un état de malaise. Et donc, la répression ne peut rien en pareil cas. Si vous avez un type qui doit terminer un travail en 3 heures et travailler toute la nuit et qui se fait une ligne de coke ou qui prend des amphètes, c'est en réalité quelqu'un qui essaye de pallier à une difficulté qu'il éprouve. Et les gens qui prennent de la drogue par souci de jouissance, alors, beaucoup d'adolescents, c'est une manière de pallier au malaise de l'adolescent. C'est une classe sociale aussi qui a les moyens, parce que ça a un coût. Non. Quoi? Ça a un coût? La cocaïne. Vous plaisantez. Dans l'Est de la France, le gramme d'héroïne, maintenant, il est à 7 €. Ok. Ben oui, parce que plus les discours illusoires des gouvernements nous parlent de dépénaliser, eh ben, qu'est-ce que font les bandits pour éviter les prix? Ils font baisser les prix pour attirer plus de clients. Logique. Voilà. Donc à l'heure actuelle, si vous voulez faire, vous êtes un garçon sérieux, donc j'imagine que vous ne ferez rien de semblable. C'est pas mon cas. Mais voilà, donc pour aller faire la fête et vous payez 1 gramme de cocaïne en boîte de nuit, ça va vous coûter 60 €. Qui n'a pas 60 € sur lui? On ne parle pas des millionnaires, c'est fini où il fallait des milliers d'euros. La drogue est devenue les stupéfiants, c'est-à-dire la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines, c'est-à-dire les excitants qui permettent de danser toute la nuit, etc. Ça coûte quelques euros, quelques dizaines d'euros. Et en même temps, il coûte tellement peu cher à produire qu'on s'oriente vers une nouvelle classe de stupéfiants maintenant qui procure des profits monstrueux aux narcos. Imaginez que maintenant, pour les substituts chimiques à l'héroïne, l'héroïne et la cocaïne sont 2 stupéfiants dont la base est végétale. Le pavot, l'opium, la morphine et l'héroïne
pour la filière des opioïdes ou des opiacés, et puis les feuilles de coca, la pâte base de coca et le chlorhydrate de cocaïne pour la filière cocaïne. Voilà, c'est les deux filières. Mais c'est dur, il y a des arbres, on peut mettre des produits dessus pour les tuer, ça demande d'être dans la jungle, etc. C'est pas facile. Donc, plus ça va, plus on s'oriente vers des stupéfiants qui ont une base purement chimique, qui sont faits avec des agrégations de molécules. Voilà, exactement, des drogues de synthèse. Alors, vous avez maintenant ces drogues de synthèse, le fentanyl, la xylazine, qui est à l'origine, c'est un analgésique vétérinaire. Ça sert à, vous savez, quand un éléphant a une rage de dents, alors c'est difficile à soigner, donc on lui tire dessus une capsule avec de la xylazine, alors il s'endort, et puis après ça, on peut lui guérir sa défense. On ne peut pas le faire à vif, parce qu'autrement, il vous piétine, quoi. Il souffre, et donc il s'agit... Aujourd'hui, c'est devenu une drogue. C'est devenu une drogue. Là, toute une classe de calmants qui avait été étudiés et utilisés et rejetés dans les années 50 parce qu'ils étaient trop addictifs, comme les nitazènes, voilà, c'est devenu des substituts à l'héroïne. Et c'est très facile à faire et c'est très peu cher, ce qui fait que des cachets que vous allez acheter pour 10 $ dans des boîtes de nuit aux États-Unis et qui sont faits à partir d'un substitut à l'héroïne qui s'appelle le fentanyl, ça procure au cartel mexicain des taux de profit de plus de 1000%. 1000%, vous vous rendez compte? La cocaïne, le taux de profit, même si on la vend maintenant pratiquement pure, c'est 250%. Là, c'est pratiquement 1000%. Donc ça procure aux gens des fortunes hallucinantes. Et ça s'est démocratisé en France. Évidemment, ça ne coûte rien. Qui n'a pas 10 € pour se payer une capsule, un cachet ou un petit comprimé pour aller après ça danser toute la nuit? Donc ça se... Ecstasy, tout ça, et 3-MMC, c'est-à-dire des formes de ce qu'on appelle la cocaïne rose, c'est pas de la cocaïne du tout, c'est une amphétamine, mais ça permet aussi de faire la fête. Alors bien entendu, avec des résultats terrifiants pour la santé. Et c'est très, 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 très nocif. Un exemple, pour que ça soit bien clair dans votre esprit. Toutes les semaines, tous les jours, on trouve des gens inconscients par terre, sur le trottoir, etc. Et on ne sait pas ce qu'ils ont pris. Dans les grandes villes. Oui, maintenant, même en province, etc. Donc on les amène à l'hôpital. Et les nouvelles formes de drogue dont je viens de vous parler, c'est-à-dire le crack, c'est-à-dire les nouveaux opiacés chimiques comme fentanyl, etc., et puis les nouvelles amphétamines comme 3-MMC et compagnie, il n'y a pas de tests qui permettent de les détecter. C'est-à-dire que si vous prenez de la cocaïne et si vous prenez de l'héroïne, on va vous prendre un cheveu, on va vous faire à la limite une prise de sang, on va dire « Ah, voilà, il a pris ça ». Mais les nouveaux stupéfiants, on n'a pas encore trouvé des tests qui permettent de les détecter. Et naturellement, quand vous êtes, on vous trouve dans la rue, comme ça, inconscient, et puis on va trouver que vous avez un début d'accident vasculaire cérébral, d'AVC, ou un début de crise cardiaque. Et bien entendu, il faut vous anesthésier pour vous opérer. On ne peut pas anesthésier quelqu'un qui a de la drogue dans le sang, parce que la drogue qu'il a dans le sang, on voit qu'il s'est drogué parce qu'il est par terre inconscient, mais comme on ne sait pas, par le test, absence de test, ce que c'est comme drogue, ce qu'on va vous mettre comme anesthésique peut vous tuer à la minute. Donc, on est obligé d'attendre 7 et 8 heures que tous les effets de la drogue soient éliminés du corps humain pour pouvoir les anesthésier et les opérer. Eh bien, une fois sur deux, vous récupérez un légume où l'individu meurt parce qu'on ne l'a pas opéré à temps, parce qu'on ne pouvait pas l'anesthésier. Aucun anesthésiste va dire « moi, j'y touche pas, je ne sais pas ce qu'il a pris avant, je vais le tuer ». Donc, vous voyez à quel point c'est dangereux. Je vous parle, dans ce cas-là, de gens qu'on trouve par terre, qui ont 25 ans, qui sont en pleine santé, qui ont simplement été dans une fête et qui ont gobé un cachet sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça ne se limite plus. Je fais le parallèle par exemple avec l'affaire Palmade où il y avait derrière la consommation de drogue et finalement ça avait l'air de cibler un peu une catégorie sociale, show business, consommateur de drogue. On n'en est plus à ce schéma-là aujourd'hui. Non, plus du tout. Je vous dis, pardon d'utiliser des mots comme ça un peu excessifs, mais dans le nord-est de la France, c'est les ploucs qui cultivent les vaches. Ils sont ramenés les vaches des champs, ils prennent de l'héroïne, quoi. Voilà, oui, c'est en train de se généraliser. Et bien entendu, alors il
il y a des phénomènes de mode dans certains milieux, mais les autres, une catégorie dont j'ai été stupéfait d'apprendre qu'il y avait beaucoup d'usage de drogue, c'est les marins-pêcheurs. Vous avez vu la dureté de ce métier? Vous êtes sur un truc qui bouge, sur un bateau, il y a des paquets d'eau glaciale qui vous tombent dessus à longueur de journée pour ramener des poissons, les mains dans le froid, etc., pour tenir le choc. Voilà, on vit dans une société où les gens, pour tenir, sont souvent obligés de se droguer et où ça prend des proportions considérables. Société. Euh, Allez-y, je vous en prie. L'année dernière, la dernière année complète qu'on a, 2023, on n'a pas encore tous les calculs pour 2024, sur un seul port, en Europe du Nord, à Anvers, en Belgique, hein, pas loin de la frontière néerlandaise, les douaniers ont capturé 116 tonnes de cocaïne, 116 000 kilos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on capture un pourcentage de ce qui arrive, et il y en a plein qui passent à travers les mailles du filet, s'il y a 116 tonnes de cocaïne qui ont été saisies dans le seul port d'Anvers, ça veut dire qu'il y en a 500 tonnes qui sont passées, 500 000 kilos. Alors, à partir du moment où c'est une marée blanche comme ça qui déferle sur l'Europe, parce qu'il n'y a pas que Anvers, il y a Rotterdam, il y a les ports du sud de l'Italie, il y a les ports du sud de l'Espagne aussi qui voient rentrer de la cocaïne. Et ça passe aussi par les Balkans. Ça pose la question aussi de la corruption des politiques. Mais ça pose toutes sortes de questions. Et finalement, mais ça veut dire une chose jusqu'à nos politiciens les plus. Mais évidemment, évidemment. Songez qu'à un moment donné, pour vous montrer les sommes incommensurables d'argent que ça mobilise, vous aviez en Colombie Pablo Escobar, quand il était à la tête du mythique cartel de Medellín. À un moment donné, on lui avait fichu la paix assez longtemps, mais là, la police, l'armée colombienne était après lui. Alors, il a appelé un éminent personnage au gouvernement. Il a dit, bon, la dette de l'État colombien, c'est combien? Vous avez combien? La dette nationale, hein, voilà. Alors l'autre lui a dit 5 milliards de dollars, et l'autre lui a répondu, et Escobar dit, si je vous donne les 5 milliards de dollars, vous me foutez la paix, oui ou non, quoi. Donc, c'est des sommes d'argent qui sont monstrueuses. Et puis, bien entendu, tout en espèces. Donc, pas Et en France, on en est là? Non, on n'en est pas là, mais on en est à un moment donné où la réponse de l'État n'est pas assez ferme et où l'État est en train de se laisser dépasser. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez un individu qui n'est pas perturbé par ces histoires de campagne électorale personnelle ou son ambition ou sa carrière, etc., qui convoque le patron de la police nationale et de la gendarmerie nationale en disant « dans 6 mois, j'en veux plus un seul, en liberté ». Ça sera fait, on a encore les moyens de le faire. Mais ces moyens diminuent année après année parce que, naturellement, les narcos, ils s'enrichissent chaque année, mais ils ont toujours plus d'argent chaque année, donc ils ont les moyens de tenir le choc pendant la répression. C'est-à-dire que vous avez vu ce qui s'est passé pendant le Covid. Oui, il n'y avait plus personne dans les rues. Alors vendre de la drogue quand on est seul sous les caméras de surveillance, c'est pas terrible en matière de survie dans la rue. Et donc, ils sont arrêtés 2 mois et puis ils ont recommencé après, ils ont mis les bouchées doubles. C'est un peu comme le plan qu'Emmanuel Macron a essayé de mettre en place à Marseille, où finalement, ils ont frappé à un coup, à un instant donné, à un lieu donné, et finalement, ils ont juste déplacé leur commerce et ils sont revenus après. Évidemment. Là, il y a une scène filmée qui est totalement hallucinante et humiliante pour l'appareil d'État français. C'est à Nîmes. Il y a Macron qui vient faire le kéké, là, qui vient dire oui, l'ordre républicain, machin, etc. Et les narcos qui étaient devant la galerie Wagner, là, où Pisse-20, enfin, vous savez, les quartiers à Nîmes, où il y a des rafales tout le temps. Ils avaient essayé, les pauvres, de faire un nouveau commissariat de police. Les narcos, ils ont mis le feu 24 heures après. Voilà. Des trucs scandaleux comme ça. Ces gens-là devraient terminer leur jour en prison pour leur apprendre, puis pour décourager les autres. Non, on ne sait toujours pas qui c'est. Donc, alors, on sait qui c'est ou on verra? Donc là, pendant que Macron parlait, les narcos s'étaient déplacés derrière la galerie Wagner et continuaient à dealer, mais ils ne sont même pas arrêtés 1 minute, quoi. Ils ont changé de rue, quoi. Alors, ils faisaient signe à leurs clients, ils les rabattaient par là-bas et les mecs continuaient à dealer, j'allais dire, devant vos bureaux, derrière vos bureaux, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est faramineux. Il ne faudrait pas tolérer que ça soit comme ça.
Et c'est une pure question de volonté politique. J'ai discuté avec d'éminents généraux de la gendarmerie nationale, là, des éminents directeurs de la police. Ils me disent, nous sommes prêts, on attend les ordres. Eh bien, les ordres ne viennent Ne pas. viennent pas. On va clôturer notre entretien sur une dernière petite question que nous avions abordée juste avant en off. C'était celle de la fin, l'issue potentielle du conflit entre l'Ukraine et la Russie et les conséquences justement pour la France et un petit peu ce stock d'armement qui risque de finalement progressivement glisser, se diffuser chez ces groupes criminels. Quelle est votre analyse, votre point de vue? Qu'est-ce que vous constatez Alors, aujourd'hui? ce que je constate, c'est que ce n'est pas une idée abstraite. Une idée abstraite, c'est si un jour les petits hommes verts descendaient de la planète Mars pour nous envahir, qu'est-ce qu'on ferait? Bon, personne n'a jamais vu les petits hommes verts et il ne semble pas qu'ils soient près d'arriver. Mais même abstraitement, une idée c'est une chose, la réalité c'en est une autre. La réalité à Marseille aujourd'hui, c'est que depuis quelques mois, on a vu des règlements de compte entre bandits s'opérer à l'arme de guerre. Auparavant, les armes de guerre étaient soviétiques ou venaient des armées du pacte de Varsovie du temps de la guerre froide. Et c'était des armes du calibre pacte de Varsovie, généralement des fusils d'assaut Kalachnikov qui tirent des munitions 7 mm 62. Et là, bien entendu, quand il y a un règlement de compte, on trouve des douilles par terre, voilà. Et donc on trouve de plus en plus fréquemment des douilles calibre 5,56, c'est-à-dire du calibre OTAN. Le calibre OTAN, il y a une seule armée qui s'en sert pendant une guerre active sur le continent européen ou où que ce soit au monde à l'heure actuelle, c'est sur le front Ukraine-Russie. C'est les nouvelles armes qui ont été données aux Ukrainiens. Alors, certains militaires malhonnêtes, on ne fait pas de procès d'intention, je ne sais pas si c'est une politique d'État visant à se financer ou quoi ou qu'est-ce, mais les militaires ukrainiens, chaque fois qu'ils le peuvent, remplacent leur... Je ne sais pas si vous avez déjà porté ou tiré avec une calache, mais c'est lourd comme un âne mort. Hein. C'est extrêmement lourd, c'est encombrant, c'est une canne à pêche, quoi. Donc, ils échangent leurs armes dès qu'ils le peuvent contre des armes OTAN qui sont plus petites, plus légères, qui sont plus véloces aussi. Donc, elles font autant de dégâts que les calaches, mais elles ont un calibre plus petit. Donc, les munitions sont moins lourdes à porter. Donc, les armes elles-mêmes sont moins lourdes, etc. Donc, dans un premier temps, ils sont débarrassés des vieilles armes qu'ils avaient, celles du temps où l'Ukraine était comprise dans l'Union soviétique, les kalash ou autres. Alors là, maintenant, ils commencent à vendre sans doute certaines de leurs armes modernes, vu le manque de succès qu'ils ont sur le champ de bataille, pour dire les choses gentiment. Et donc, on voit arriver des armes calibre OTAN à Marseille et dans d'autres cités du sud de la France. Donc, ce n'est pas un péril illusoire. Ça veut dire qu'il y a déjà, à titre symptomatique, il y a des cas concrets, il y a des touches, comme on dit. Il y a des touches. Donc, il y a entre l'Europe de l'Union européenne et la Russie, l'Europe de l'Est, la Russie. voilà, et l'Europe de l'Est, une énorme chaîne de montagnes qui traverse toute l'Europe, qui s'appelle les Carpates. Les Carpates, c'est, en termes de surface, c'est plus grand que les Alpes. Ça fait 200 000 km². Songez au bazar qui a été suscité par l'Albanie, qui est un tout petit pays qui n'est pas plus grand que le département de la Gironde, quoi. Donc, vous voyez, 200 000 km² avec des forêts, avec des chaînes montagneuses, avec tout ce qu'on veut. Ça n'a jamais été vraiment domestiqué, ni l'Empire romain, ni l'Empire Saint-Empire romain germanique, ni l'Empire ottoman, ni l'Empire austro-hongrois n'ont réussi à contrôler cette zone-là de l'Europe. Jusque dans les années 90. Et voilà. Et donc, même quand c'était dans l'Union soviétique, c'était le pire bazar. J'ai parlé à Moscou à des responsables de la police des anciens qui disaient que c'était là où il y avait la pire criminalité de toute l'Union soviétique qui allait jusqu'à la mer de glace au fin fond de l'Asie, quoi. Donc, c'était pas rien. Et donc là, il y a déjà une énorme production des trafics d'êtres humains, avec les prostituées qu'on fait descendre après ça vers la Roumanie et puis vers l'Europe, avec le trafic d'armes, justement, et puis aussi les trafics de stupéfiants chimiques. Il y a des laboratoires où on fabrique des amphétamines et aussi des laboratoires où on fabrique des fausses Marlboro, des fausses cigarettes. Vous allez dans le 18e, vous allez sous le métro aérien, on va vous proposer des Marlboro. Une partie vient des pays africains, mais une grande partie est fabriquée, c'est des cigarettes de contrefaçon
plus grave que les cigarettes de contrebande, parce qu'elles sont fabriquées en dépit du bon sens, et elles sont beaucoup plus cancérogènes que déjà les cigarettes normales. Donc vous avez tout ça qui est en train de nous descendre dessus depuis la zone de conflit, depuis ce qu'on appelle l'Ukraine subcarpatique, c'est-à-dire au-delà des Carpates. Voilà, c'est une zone à l'heure actuelle criminalisée, dangereuse, et dont les gouvernements de l'Union européenne ne disent rien parce que ça ferait de la peine à M. Zelensky. Alors je pense qu'il faudrait en parler parce que c'est grave ce qui se passe là-bas. On va finir sur ce point-là, sur cette réponse. Merci infiniment, Xavier Hofer, pour cet entretien, en espérant que voilà, les conséquences de la fin du conflit ne viennent pas aggraver la situation d'insécurité dans laquelle aujourd'hui on se trouve en France. Et la situation que l'État a laissé aussi empirer. Hein, ce sera la Alors conclusion, même si ça s'améliore, toute amélioration, que ce soit au niveau d'un individu particulier ou de la société entière, toute amélioration, ça prend la forme de ce qu'on appelle une courbe en J. C'est-à-dire ça va toujours un peu plus mal avant d'aller mieux. Vous avez mal au ventre, vous opérez de l'appendicite, vous allez mieux à la fin, mais d'abord on vous fait un trou dans le ventre. Quoi, vous voyez, donc il y aura une phase comme ça où il faudra remettre de l'ordre et ça sera sans doute pas simple. C'est dit. Merci, chers abonnés, de nous avoir suivis une nouvelle fois dans ce grand entretien. Je vous rappelle que tous nos contenus sont accessibles d'abord sur notre site internet www.omertamedia.fr, mais surtout et surtout sur notre application Omerta. Je vous dis à très bientôt.